sommes le 1er février 2002, 5 mois après les attentats du 11 septembre. Un journaliste qui enquêtait sur les sources de financement d'Al-Qaïda est porté disparu depuis plusieurs jours. Il a été kidnappé à Karachi, au Pakistan, par un groupe islamiste qui lui a tendu un piège. Ce journaliste, c'est Daniel Pearl, américain, juif, rendu tragiquement célèbre dans le monde entier par les atrocités qu'il aura subies. Décapité devant une caméra, puis découpé en morceaux. On revient sur ce jour qui marque l'entrée du terrorisme dans l'ère d'Internet et des années 2000 avec Jean-Pierre Perrin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter à Libération. Vous avez rencontré Daniel Pearl et vous connaissez vous-même très bien le Pakistan et la région dans son ensemble. On va d'abord revenir sur les faits. Daniel Pearl vit donc à Karachi avec sa femme, Marianne, qui est enceinte. Cela fait des mois qu'il cherche à comprendre comment sont financés les réseaux terroristes et notamment Al-Qaïda. Fin janvier, il obtient un rendez-vous avec un contact et c'est ce rendez-vous évidemment qui va signer sa fin. Oui, en fait, il cherche à interviewer un chef religieux qui est un peu considéré comme une des personnalités spirituelles des réseaux islamistes. Il veut effectivement le rencontrer pour avoir des renseignements et poursuivre plus loin son enquête. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des rapages. Il ne revient pas à son domicile et donc se passe plusieurs jours dans l'incertitude. La police pakistanaise mène une enquête d'ailleurs assez approfondie, mais quand son corps va être découvert, il sera bien sûr trop tard, mais auparavant il y a eu effectivement la vidéo dans laquelle on le voit avec une arme sur la tempe en train de dire que ses jours sont comptés si on n'intervient pas en sa faveur, si on ne relâche pas notamment des prisonniers islamistes capturés par les Américains. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à ce moment-là, il est encore possible de discuter avec les islamistes. Il ne prend pas un risque inconsidéré lorsqu'il va à la rencontre de ce contact. Non, il ne prend pas encore de risque inconsidéré. On sait que Ben Laden a plusieurs fois rencontré des journalistes occidentaux, notamment lorsqu'il était au Soudan. Donc, on peut penser que des canaux de négociation, de discussion plutôt, sont toujours possibles avec eux. Encore que, on sait depuis longtemps qu'avec la radicalisation des mouvements islamistes, notamment l'arrivée de tous les djihadistes venus notamment d'Arabie Saoudite et du Golfe Persique, eh bien, les contacts sont extrêmement difficiles en Afghanistan. Ceux-ci se font menaçants avec les journalistes étrangers dans les dernières années. Avant le 11 septembre 2001. Et surtout américains et juifs, ça a joué un rôle. Même français, ça devient très difficile. Venir en Afghanistan dans ces années-là et tomber sur des groupes islamistes comme ceux-ci, c'est s'exposer. Ça peut très mal se passer sans aucune raison. Il y a une haine anti-occidentale qui se développe à ce moment-là et qui est absolument terrifiante. Alexandre Adler, tout comme Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, affirme que son bourreau, Omar Sheikh, était un agent des services de renseignement militaire pakistanais, que Daniel Pearl avait probablement des informations essentielles et que c'est la seule raison pour laquelle il a été assassiné aussi vite, aussi brutalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'en suis pas sûr du tout. D'abord, je ne connais pas le travail d'Alexandre Adler. J'ai lu évidemment le livre de Bernard-Henri Lévy, mais là c'est plus un roman qu'une enquête. D'ailleurs, ça s'appelle Roman-enquête. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse s'en servir comme pour avoir des informations précises sur l'enquête que menait Daniel Pearl. Et d'ailleurs, la famille et les journalistes américains ont vraiment vilipendé ce livre. Donc, simplement, Daniel Pearl, effectivement, enquêtait. Que dire de plus après, sur les contacts entre les services secrets et les réseaux islamistes, évidemment. D'abord, on va revenir sur le cas de Ben Laden. Il n'était pas imaginable que les services secrets pakistanais ne sachent pas où il se cachait. Donc, évidemment, il y avait des contacts. Ils ont menti aux Américains. Donc, on peut estimer qu'ils ont menti aussi à propos de Daniel Pearl en disant non, on ne savait pas que Cheikh Mohammed travaillait pour nous. Mais en fait, il faut voir aussi la galaxie que représentent à la fois les services secrets pakistanais et la mouvance islamiste. Les services secrets pakistanais ont toujours utilisé les islamistes dès la naissance du Pakistan. Dans l'affaire du Cachemire, lorsqu'il y a eu la première bataille entre les Indiens et les Pakistanais, eh bien, il y a eu des hordes d'islamistes déjà à l'époque, on ne les appelait peut-être pas comme ça, qui sont venus à la rescousse de l'armée pakistanaise. Donc il y a toujours eu une manipulation des réseaux islamistes par les Pakistanais. Alors savoir s'ils en faisaient partie ou pas, oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour autant. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les terroristes, les bourreaux de Daniel Pearl ? Oui, il y en a un qui est à Guantanamo, probablement Abdallah Omar Sheikh, qui était probablement
Oui, l'organisateur et qui était condamné à mort, à la pendaison, qui, je crois, n'a pas toujours pas été exécuté. Et puis Khaled Sheikh Mohammed qui lui a exécuté Daniel Pearl qui est à Guantanamo. Il y a aussi quelque qui est chose... dans une prison pakistanaise, pardon. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans cette affaire. Omar Sheikh, vous le disiez, donc citoyen britannique, tout comme Richard Reed, qui avait tenté de faire exploser un avion avec des explosifs dans ses chaussures. Sur lequel enquêtait probablement Daniel Pearl. Justement, et ce qui intéressait Daniel Pearl dans ses profils, c'est que c'était des Européens qui avaient été donc éduqués, élevés en Europe, et c'est finalement un phénomène qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, mais qui était plutôt inconnu à l'époque. Il commence en 1985, grosso modo, avec l'arrivée dans les rangs de la guérilla afghane d'un certain nombre de jeunes djihadistes qui viennent se battre contre l'occupation soviétique. Et à ce moment-là, ils apportent déjà avec eux une certaine radicalisation. Et puis, alors, il y a une sorte de melting pot qui se fait entre leurs idées et les idées. Il faut savoir quand même que le Pakistan a toujours eu des islamistes parmi sa population. Hein. Ouais. Déjà, je me souviens d'un article du New York Times de 1880-90, quelque chose comme ça, qui s'inquiète de la wahhabisation des zones tribales. Vous voyez, ça ne remonte pas à hier. Donc, et puis, il y a quelques figures de l'islamisme. L'islamisme ne vient pas seulement des frères musulmans en Égypte. Il y a toujours eu un foyer important d'islamistes dans le sous-continent indien, avec des penseurs comme Maoudoudi, par exemple. Justement, parlez-nous de ces islamistes. Ce sont des hommes plutôt cultivés, intelligents. Vous diriez que ce sont des idéologues? Il y a de tout. Ouais. Il y a aussi bien le kamikaze qui n'a aucune éducation, qui va se faire sauter, un certain nombre d'idéologues. Et effectivement, il y a un certain nombre d'ouvrages qu'on peut se procurer avec des théories, avec de la philosophie, avec des analyses parfois assez percutantes. La guerre est pensée, c'est très, très important. Les islamistes pensent la guerre. On croit qu'ils ne la pensent pas, mais elle est pensée. Aujourd'hui, l'État islamique pense véritablement la guerre. Comme Oussama Ben Laden pensait la guerre. Le résultat, c'est évidemment le 11 septembre, qui est une opération militaire extraordinairement réussie. Et ils pensent la guerre notamment en communiquant grâce à l'image, qui est une arme psychologique incroyable. Oui, c'est la différence avec les mouvements islamistes du temps passé. Il y a toujours eu des soulèvements ou des mouvements comparables à ceux d'aujourd'hui à travers l'histoire du monde arabo-musulman. Mais par exemple, dans les révoltes des wahhabites des années 30, ce qui faisait la bagarre finale entre le roi Ibn Saoud et ce qu'on a appelé les Irwan, la fraternité, qui étaient un peu les ancêtres d'aujourd'hui de Daesh, de l'État islamique, c'est que ceux-ci rejetaient toute innovation technique et se sont fâchés avec le roi, notamment à cause de la venue du télégraphe en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont intégré la nécessité d'être performants d'un point de vue technologique, d'un point de vue informatique, et on peut remarquer qu'ils s'y prennent extraordinairement bien. Une véritable mise en scène. Leurs magazines en ligne sont travaillés, sont fouillés. Ils s'inspirent des news magazines occidentaux. Donc, effectivement, on est dans une autre dimension du djihad. C'est le djihad global, mais c'est aussi le djihad informatique et c'est ce qui les rend d'autant plus redoutables. Jean-Pierre Perrin, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er février 2002, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Alors, je voudrais vous raconter autre chose. C'est qu'à peu près à la même époque, il y a eu l'attentat de Karachi, dans lequel 11 techniciens français ont trouvé la mort, avec une enquête qui n'a toujours pas vraiment abouti. Or, je crois qu'on ne se donne pas les moyens de trouver qui est à l'origine de cet attentat. C'est à peu près ça coïncide à peu près dans les dates, hein, l'attentat de Karachi et l'assassinat de Daniel Pearl. Donc, je crois qu'on sait. La solution se trouve probablement dans le contrat que les Français ont signé avec les Pakistanais. Personne ne veut ouvrir le contrat. Là, je pense que la raison de l'assassinat de ces 11 techniciens est là. Et j'espère qu'un jour, on saura la vérité. J'espère vraiment que la vérité sortira sur l'affaire de Karachi. Elle est à notre portée. Il suffit que les politiques aient du courage pour le faire. Merci beaucoup, Jean-Pierre Perrin, d'avoir été mon invité dans Le Jour Ouf. L'information continue sur LCI.